BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec notre invité Alain Dinin, le patron de Nexity. Alain Dinin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec là. Vous avez, c'est un peu la saison, hein, vous me direz, publier vos résultats pour l'année 2016. Très bons résultats. Très bons résultats. Oui. Et puis surtout des résultats aussi à venir en 2017 très bons, notamment en termes de croissance de chiffre d'affaires, parce qu'on voit bien que vous êtes en train de faire évoluer votre groupe vers une sorte de plateforme de services immobiliers. Vous allez tout nous raconter. On va quand même rappeler que Nexity, c'est le premier opérateur immobilier privé français et dans le résidentiel. Si je dis ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une surchauffe ? Une bulle, là, toujours l'idée qu'il pourrait y avoir une bulle sur l'immobilier. Alors, il y a deux sujets dans l'immobilier. Il y a le résidentiel et le marché du résidentiel. La Fédération des promoteurs, mais aussi le ministère du Logement devrait annoncer la semaine prochaine une croissance du nombre de logements produits de l'ordre de 20%. Nexity a fait 35% de croissance en volume, donc on a gagné des parts de marché. Mais au-delà de ça, c'est un marché qui reste un marché de flux, c'est-à-dire qu'on ne produit que ce qu'on a prévendu. Vous avez Airbus qui a aussi des sujets de commandes. Nous, on est en avance sur nos commandes et les commandes de cette année donneront du chiffre d'affaires des années prochaines. Donc la prévisibilité de nos résultats est forte et la croissance dans le logement, elle résulte disons de la politique mise en place par Manuel Valls après du flow autour de il faut produire plus de logements et il faut permettre aux gens il faut permettre aux gens d'accéder à la propriété ou d'être logés dans de meilleures conditions. Oui, mais est-ce que ça fait à peu près presque 10 ans qu'on n'avait pas vu un tel niveau, non, en termes de on a eu la crise de 2007, puis ensuite on a eu Nicolas Sarkozy qui nous a promis 500 000 logements par an. Il a mis Borloo à la tête d'un grand ministère. Le travail s'est mis en place pendant 2 ans, tout allait bien. Puis à ce moment-là, il y a eu des gens qui ont dit tout ça coûte trop cher, ça y est la crise, le logement est reparti, donc on a annuler tous les éléments positifs sur la politique qu'avait mis Nicolas Sarkozy en place pour produire plus de logements. Et puis, donc la baisse de la production de logements s'est accrue. Là-dessus, François Hollande a dit il faudra produire 500 000 logements. Il a mis Cécile Duflot. Cécile Duflot a fait ce qu'il fallait. Et puis, Manuel Valls est arrivé sur le sujet. Il a retransformé avec Madame Pinel et Madame Coche, la politique du logement. Et aujourd'hui, on retrouve un niveau de production qui, si on met le logement résidentiel, la maison individuelle et le logement social, quelque chose autour de 2007, c'est-à-dire autour de 420 000 logements produits en 2016 et en 2017 en France, ce qui devient un niveau qui est tout à fait acceptable par rapport aux objectifs que nous nous étions donnés. En résumé, j'en profite pour saluer parce que justement on reviendra sur les promesses des candidats avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. La crise, elle est gommée pour l'instant. Ma question, je reviens quand même à ma question, est-ce qu'on va vers une bulle ? Non, il n'y a pas de bulle parce qu'en France il y a les PTZ, il y a le... Non. D'abord, il y a la baisse des taux d'intérêt. Oui, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un certain nombre de mesures. Ensuite, on a pris en compte en France quand même un certain nombre de facteurs essentiels. Un logement produit, c'est 2 emplois créés. Oui. Donc 100 000 logements, si on met l'ensemble du secteur depuis 2 ans, c'est 200 000 nouveaux emplois ou 200 000 chômeurs de moins dans les situations du BTP. Non, mais pardon, ma question n'était pas ça, je répète. Est-ce qu'on est arrivé... Non, mais il n'y a pas de bulle. Non, mais est-ce qu'il y a une petite surchauffe ? Il n'y a pas de surchauffe. Les prix... Non. Les prix sont stables. Les gens sont acheteurs raisonnablement. Chez Nexity, sur l'année où on va quand même faire plus de 15 000 réservations, c'est-à-dire qu'on fait presque 13% de part de marché. On est à 212 000 euros moyen. L'année dernière, on était à 213 000. Donc même en ce qui nous concerne, le prix moyen baisse avec une surface moyenne à 67 mètres carrés. Mais surtout, il n'y a pas de stock. La bulle, c'est quand vous avez du stock et que tout d'un coup, il n'y a personne en face pour acheter. En France, on ne produit que ce qu'on a prévendu. Là, vous avez éclusé votre stock, là. Non, il n'y a pas de stock du tout. On met en place, on achète des terrains. Sur ces terrains, on envisage de produire des logements. On fait appel à la clientèle. Si la clientèle est là, on lance les chantiers. Si la clientèle n'est pas là, on arrête l'opération. Et à ce moment-là, ne fabriquant pas de... demande assez forte. Non, mais la demande, elle est toujours forte. La France est un pays en croissance démographique. En Île-de-France, pour prendre cet exemple-là, il y aura 100 000 personnes de plus par an pour les 20 prochaines années. Donc il faut fabriquer, puisque en plus ce sont des monoparentalités, pour 60% d'entre eux, il faut fabriquer 60-70 000 logements.
Il faut fabriquer 70 000 logements de plus par an. Tout à l'heure, j'écoutais sur votre radio un rapport radio et télévision. J'écoutais un rapport de la Cour des comptes qui disait le logement HLM à vie pénalise l'entrée des très pauvres dans le monde du logement social. Si on dit demain matin, il faut que le logement HLM ne soit plus un logement à vie, mais il va bien falloir produire des logements neufs pour que les gens du logement social ayant des niveaux de revenus plus élevés puissent accéder à la propriété ou louer dans de bonnes conditions. Donc on n'est pas un sujet plein, on est simplement dans une vraie amélioration, mais on n'a pas de bulle. Alors après on peut avoir des questionnements sur l'immobilier entreprise et sur les marchés financiers, mais c'est un autre sujet. Et puis il y a quand même aussi, qu'est-ce qui va se passer sur le PTZ? On sait que ça va quand même vachement booster l'achat d'immobilier. Il y a aussi la question des taux d'intérêt bas ou pas. Il y a plein de questionnements. D'ailleurs, qui sera le président de la République? Quelle sera la politique du logement, etc. C'est l'heure du chiffre de Le Chypre avec Emmanuel qui, lui, a beaucoup de questions sur ce point-là. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. On pourrait presque prendre Dalida, parole et parole, oui, promesses et promesses. Aucun candidat n'a tenu ses promesses sur le logement. Justement, vous avez fait compléter ce que vous nous disiez à l'instant, Alain Dinin. Oui, je suis assez d'accord. Et puis après, vous allez nous dire, vous, ce que vous attendez. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, et pourtant, vous avez raison, c'est très important pour l'emploi. Quand l'immobilier va, tout va. Bon, j'aménage un tout petit peu. Non, c'est assez spectaculaire, parce qu'en fait, tous les candidats à la présidentielle promettent énormément. Quand ils sont présidents, ils s'agitent énormément et ils font énormément, mais les résultats ne sont jamais au rendez-vous. Si vous prenez François Hollande, par exemple, l'objectif c'était 500 000 nouveaux logements chaque année. Si on fait la moyenne sur le quinquennat, à peu près, on est à 360 000 par an. Si vous prenez Nicolas Sarkozy en 2007, qu'est-ce qu'il disait Nicolas Sarkozy en 2007? Il faut d'abord inciter à la construction de logements pour faire baisser les prix. Il promettait 700 000 logements de plus par rapport à la tendance sur 10 ans. Et en fait, on a eu des mises en chantier qui étaient moins nombreuses en 2012 que ce qu'elles étaient en 2007, puisqu'on était à peu près à 435 000 à l'époque. Je vous passe 2002 parce que c'est du Chirac 95 bis. Et qu'est-ce qu'il nous disait, Jacques Chirac, en 1995? Qu'il fallait résoudre en 5 ans le problème des mal logés. Or, en 2002, il y avait encore environ 3 millions de mal logés et il y en avait plus encore en 2007. Donc, ils promettent beaucoup, ils s'agitent beaucoup, mais les résultats ne sont jamais au rendez-vous. Est-ce que la seule, finalement, votre copine... Oui, vous allez commenter, c'est votre copine Sylvia Pinel. Est-ce que finalement, c'est pas la seule qui a fait quelque chose? Non. Plus sérieusement, non? Non, Apparu a fait le boulot. Benoît Apparu a fait le travail. Non, mais le problème, c'est qu'il s'agit de tous. Et il est resté très peu de temps. Non, mais c'est une instabilité, frénésie. Monsieur, je vais vous donner un autre chiffre de 500 000 logements par an. Savez-vous quel est le premier ministre qui en a parlé? 1968, janvier 1968, Georges Pompidou, devant le monde du logement social, disant « Certes, nous ne sommes pas encore aux 500 000 logements par an qu'il faudrait construire. » Donc ça a toujours été un sujet, d'ailleurs on peut se poser la question de savoir ce 500 000, on le répartit sur tout le territoire ou plutôt on va le mettre dans un certain nombre de grandes agglomérations ou de métropoles. Enfin, il y a un sujet entre politique nationale et politique régionale. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes dans un système de production. La production d'un logement, c'est un terrain à un instant T, et une livraison à un instant T plus 4, 4,5. Il faut 4 ans. Le sport français, c'est de changer les lois, la fiscalité, les règles du jeu, les normes, tous les 18 mois. Oui. Donc en permanence, on a fait ça. On a eu, effectivement, si on prend les 2 quinquennats précédents, Nicolas Sarkozy qui accélère fortement 2007, 2008, 2009, et puis il lâche le truc, et puis en 2012, on est en bas. Oui, et puis Hollande fait l'inverse, il serre les sujets pour des raisons essentiellement de politique politicienne, et puis il relâche la machine, et aujourd'hui, on est en haut. Oui. Et puis alors, ça bouge tout le temps comme ça. Juste, parce que vous étiez venu, je m'en souviens, en disant, ça y est, on a enfin un ministre de l'immobilier formidable, en parlant de qui? Benoît Apparu. Et après, vous êtes revenu en nous disant, ça y est, il est parti, finalement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait parce parce qu'aujourd'hui, par personne n'a rien fait. Aucun ministre n'a fait. On parlait de Madame Pinel ou de Madame Cos. On va leur rendre hommage à cet instant puisqu'elles sont les ministres d'un renouveau du logement. Oui. Mais en fait, la décision, elle vient toujours du patron, comme dans les entreprises. Donc le patron, en l'occurrence, pour les sujets français, Manuel Valls, ça a été Manuel Valls. Et à partir du moment où Manuel Valls a décidé que c'était comme ça, il a mis en œuvre un certain nombre de sujets. On supprime le Pinel. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe pas grand-chose parce que... Et donc on a l'impression que c'est ça qui fait booster quand même non, le non, marché. non. Aujourd'hui, par exemple, sur la production de logements en France, le Pinel, c'est 30% des ventes. Alors, si on le supprime, est-ce que ça ferait 30% de moins? Je ne sais pas, parce que c'est aussi un Ça endroit... ferait quand même quelques pourcents de moins, vous êtes d'accord Oui, avec mais enfin, nous? la fiscalité sur le Pinel est faible. Ce qui est important, c'est que j'achète un bien immobilier, j'ai un loyer en face, et d'une certaine façon, je me constitue une épargne sur le long terme par la différence entre un loyer et une dette qui est pas chère puisque les taux d'intérêt sont bas. Le Pinel, c'est un dispositif fiscal qui vient dire et en plus je fais une petite économie d'impôt. Mais le problème de la fiscalité, par exemple, si on parle de politique demain matin et si on parle tout à l'heure du sujet de qu'est-ce que vont dire quel est le problème du logement en France? Le problème du logement, et c'est pour ça... Après, on va pas refaire tout le logement, mais... Non, mais on va le simplifier. Ouais. Je suis assez d'accord avec Monsieur Le Chip. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait qu'une seule chose depuis 30 ans. Ils ont augmenté la fiscalité sur le logement en permanence. Et donc, en face de cette augmentation de la fiscalité, pour permettre quand même aux gens d'être un petit peu à l'acquisition, Alors, on va ils ont regarder fait devant, des mesures. devant Alain Dinin. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce que vous allez dire? Non, mais parce que vous c'était le point de départ de ma question, donc j'aimerais bien quand même avoir la réponse. Vous allez l'avoir. Je suis toujours un peu long dans mon explication. Oui, mais justement, j'accélère. Le sujet du logement est technique. Savez-vous que lorsque vous achetez un logement et qu'au bout de 10 ans vous le revendez, ce logement a supporté, si vous êtes en résidence principale, 37% de fiscalité. En Allemagne, il a supporté 17% de fiscalité. C'est bien, c'est la différence. Donc les 37% de fiscalité, on n'a qu'à les repenser, les réfléchir. Donc voilà. Plutôt que de venir dire pensons au loyer fictif, posons-nous la question de savoir pourquoi un jeune accédant qui n'est propriétaire... Attendez, arrêtez un instant. Ça veut dire que vous demandez une modification de la fiscalité sur l'immobilier. Je demande une pensée sur les populations. La problématique du logement n'est pas une problématique de production. Bien sûr que quand le bâtiment... Il fallait produire... Est-ce que ça a vraiment un sens d'être propriétaire? Non, mais moi je pose bien la question, on se l'est déjà posé. Usage ou propriété, location versus investissement. Par exemple, mais pour que je puisse faire venir, ou puisqu'on puisse se dire, tiens, les investisseurs institutionnels reviennent dans le logement, il faudrait arrêter de changer de loi et de la fiscalité tous les 18 mois en moyenne. Quand vous preniez, Monsieur Le Chip, l'ensemble de votre historique, eh bien la seule chose qui a été constante, c'est tous les 18 mois une nouvelle loi, et tous les ans, 2 à 3 nouvelles impositions fiscales. Parce que l'immobilier, c'est immobilier. Si je vous écoute, fiscalité, si je vous écoute, à ce moment-là, vous me dites, à ce moment-là, il ne faut surtout pas de nouvelles lois, il ne faut surtout pas de nouvelles mesures. Sinon, on va encore changer. Au fond, quand le système fonctionne bien, que effectivement l'État dépense 40 milliards de budget de l'État sur la dépense sur le logement, mais encaisse 65 milliards. Ce ne sont pas des chiffres que je sors, c'est la Fondation Abbé Pierre qui en a parlé la semaine dernière lors du rapport sur le mal logement. Il y a 20 milliards, plus de 20 milliards qui restent dans les caisses de l'État. Donc bien sûr que l'État a intérêt à produire du logement, parce que s'il ne produit pas de logement, et comme il l'a rendu trop cher par la fiscalité... Est-ce qu'on change quelque chose ? Oui, il faudrait repenser l'ensemble de la problématique. Je vais prendre un exemple. Est-il normal, rapidement, est-il normal, vous êtes primo-accédant, vous venez d'acheter votre logement, vous avez pris 80% de dette et vous avez mis 20% d'apport. Est-il normal que vous payiez 100% d'impôt foncier alors que vous n'êtes propriétaire réellement que de 20% de votre logement? Peut-être qu'on pourrait se poser cette question-là. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on regarde si l'évolution des prix, justement, on voit que, je vous le disais, que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu un tel niveau, quand même. Un niveau de production. De production. Les prix sont stables. Voilà. Une hausse quand même de 2,5%. Ouais, et qu'on voit 2,5% sur l'ensemble du marché. Chez Nexity, on est stable. Oui, l'ensemble du marché, non mais c'est intéressant, je finis ma phrase si vous permettez. C'est qu'à Lille, ça a baissé, et à Grenoble, c'est en train d'un peu baisser, c'est là où il y a l'encadrement du loyer. Est-ce qu'il y a un impact ou pas? Alors, aucun impact. Si je peux me permettre, ni à Grenoble, ni à Lille, il y a eu l'encadrement du loyer en 2016. À Lille, il va avoir l'encadrement du loyer. Il n'est pas encore. Donc, à Lille, il est appliqué. Il est appliqué depuis quelques mois. Et donc on est sur les chiffres de l'année 2016. L'impact ne peut pas être sur les transactions. Je vous rappelle quand même qu'entre le moment où vous achetez un produit et le moment où il s'enregistre, il faut 3 à 6 mois. Donc l'endroit où l'encadrement des loyers a été appliqué, c'est Paris. Je n'ai pas vu que les prix dans Paris ont baissé, même ils ont monté beaucoup plus que la moyenne nationale. Le sujet, c'est que quand l'offre, comme actuellement, est à un bon niveau,
eh bien les prix ont tendance à se stabiliser parce que le client a le choix et qu'au fond, le marché est plus équilibré. Et puis ensuite, le deuxième sujet, c'est qu'il y a 54% de Français qui sont propriétaires. Les 46 autres qui veulent le devenir sont des gens qui sont ou des accédants ou des niveaux de revenus plus faibles. Et donc, on n'a pas d'élasticité au prix. Et donc, aujourd'hui, les prix sont contenus simplement parce que la solvabilité des ménages et pas parce qu'il y a plus d'offres dans le marché. L'impact des taux d'intérêt bas, il a été énorme, très important, majeur. Il est majeur. La mensualité d'il y a 2 ans sur un logement a baissé de 20%. Donc le prix du logement est resté au même niveau, alors à 2% près si vous voulez sur l'année 2016. C'est pas rien, mais c'est pas non plus une hausse des prix considérable. Mais la mensualité depuis 2 ans a baissé de 20 à 25%. Donc c'est comme si le logement que vous achetiez mensuellement, puisque vous le payez tous les mois, il a baissé de 20 à 25%. Ce qui veut dire d'ailleurs que s'il y a hausse des taux, avant qu'on rattrape ces 20 ou 20-25% d'économie de la mensualité, on a un tout petit peu de temps. Par exemple, si on prend 1% d'augmentation des taux, sur la mensualité d'un primo-accédant, ça sera 47 €. Alors 47 €, c'est de l'argent, mais c'est pas non plus quelque chose qui va freiner le marché. Ce qui peut freiner le marché, c'est tout d'un coup un changement de pied politique, c'est tout d'un coup une taxation excessive d'un certain nombre de sujets, c'est tout d'un coup un arrêt de la construction pour des raisons de politique politicienne, comme on l'a vécu à chaque fois dans les quinquennats ou dans les septennats, en début ou en fin de mandat. Une question, Emmanuel? Sur les propositions des candidats, mais c'est la question que vous alliez poser. Oui, mais que j'ai déjà posée il y a 10 minutes. Mais alors, si vous voulez, Alain Dina répond quand il a envie de répondre. Non, Alain Dina, il a beaucoup de choses à dire. Donc, Nexity a beaucoup de choses à dire. Les propositions des candidats aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est que, d'abord, la problématique du logement, elle est locale. On ne doit pas raisonner l'Île-de-France, Marseille ou Tours ou Le Mans de la même façon. Il faut les mêmes règles pour tout le monde, même Non, mais les règles de construction sont les mêmes. Mais les problématiques ne sont pas les mêmes, les flux de population ne sont pas les mêmes, les ensembles urbains, etc. ne sont pas les mêmes. Donc, déjà, avoir une politique nationale du logement est une vraie difficulté. Vous avez regardé les programmes ou pas? Alors, j'ai regardé les programmes, et ce dont on parle à chaque fois, c'est de quantité. Et moi, ce que je trouve qui serait acceptable pour un futur président de la République, c'est de parler des gens. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui se séparent et qui sont obligés d'habiter ensemble? Qu'est-ce qu'on fait pour la mixité sociale dans les appartements? Oui, des phénomènes de société, pas des phénomènes de production. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ils disent, ah oui, lundi, je vais fabriquer 200 000 logements sociaux. Où et pourquoi? Alors que par ailleurs, on a un bail infini sur le logement social. La révision de l'APL, l'aide au logement, en disant justement ça coûte très très cher, c'est un grand maquis, il faut clarifier tout ça. Tout coûte cher, mais rapporte beaucoup plus. Le mettre dans le revenu universel. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement, j'ai encore 2-3 questions. On n'est pas sur, je pense que c'est pas le thème posé. Le sujet, c'est le vivre ensemble. Donc, quel type d'habitat pour quel type de population? On pourrait se poser la question de savoir si un certain nombre de grands ensembles urbains qui sont en périphérie des villes et qui sont devenus des endroits difficiles à vivre ne le sont pas parce qu'on n'a pas réfléchi à quelque chose que mon ami Roland Castro évoque, qui s'appelle l'urbanité. L'architecte, l'urbanité beaucoup plus que l'urbanisme. Le vivre ensemble. Je n'entends aucun candidat à la présidentielle nous parler du vivre ensemble dans les villes et dans les zones urbaines. Déjà qu'ils ont du mal à vivre ensemble. Donc et eux-mêmes ont un petit peu de mal à vivre ensemble, comme on le voit tous les jours. En l'occurrence. Vous avez, on a l'impression du reste, est-ce que c'est peut-être une évolution de Nexity? Donc vous étiez dans le résidentiel, le bureau, etc. Mais vous êtes en train de vous transformer presque en plateforme de services immobiliers. Donc on est plus dans le service aujourd'hui? D'abord, Nexity n'est pas une société immobilière. Une société immobilière, c'est une société qui détient des actifs. Absolument. Nous n'en avons pas. Foncière, non, on n'est pas une foncière, on n'est pas, voilà. On est une société de services, et quand on a additionné tous les différents métiers que nous avons aujourd'hui 50 métiers différents chez Nexity. La plateforme de service, ça serait de dire, je reprends l'exemple, vous êtes client chez Nexity, vous avez un de vos enfants qui devient étudiant. Ben, comme nous sommes le premier exploitant de résidence étudiant en France, il aurait le droit, naturellement, à une priorité dans la résidence étudiant gérée par Nexity. Donc on aurait une sorte d'abonnement à Nexity. Voilà. Comme par exemple, on est aussi l'actionnaire principal d'une société qui s'appelle Egide Domitis, qui est la première société de résidence personnes âgées non médicalisées en France. Eh bien, on aurait une priorité là-dessus. Et puis, je parlais des couples qui divorçaient, ça arrive quand même, c'est plus de 50% des ménages. Eh bien, parce qu'on est client chez Nexity, on n'aurait pas besoin de reprouver au moment où on doit se séparer, pour celui qui a besoin d'aller en location temporaire, de reprouver qu'on a les moyens, les revenus, etc. Et c'est tous ces services-là. Alors, avec de la digitalisation sur les métiers de syndic, avec d'autres effets sur la gérance et sur l'exploitation par les médias et sociaux des résidences et des sujets de cette nature-là. Mais voilà, et c'est cet ensemble-là qu'on veut mettre en place. Et pourquoi? Un, parce qu'on a les métiers, mais deux aussi parce que nos clients
nous y incite. Les gens sont extrêmement informés, ils sont extrêmement connectés et ils ne supportent plus que de dire que voilà, ils ont acheté un logement puis on s'occupe plus d'eux. Derrière, il y a plein de choses à faire. La garantie de loyer pour les investisseurs, peut-être demain une garantie de revente pour les acheteurs. Ça sera opérationnel quand? C'est déjà opérationnel sur un certain nombre de sujets. C'est un certain nombre, mais l'ensemble, parce que ce qui est intéressant, c'est la cohérence de l'ensemble. Écoutez, on est reparti pour 10 ans, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a beaucoup de sujets. C'est des métiers dans tous les... par exemple, sur le bureau, on travaille beaucoup sur le travail nomade. On vient d'ouvrir un Blue Office qui est juste à côté de Saint-Lazare. C'est la problématique. Pourquoi l'immobilier d'entreprise, c'est presque moins 20% là, dans vos résultats Non, c'est beaucoup plus que 20%. C'est 20% de marge, donc c'est beaucoup plus élevé que la moyenne du groupe. Non, c'est du chiffre d'affaires. En fait, comme on fabrique que ce qu'on a prévendu, on a moins prévendu il y a 2 ans, donc on a moins fabriqué cette année, mais l'année prochaine, on fabriquera plus de choses qu'on a vendues il y a 2 ans. Le gros avantage de sociétés comme les nôtres, quand on les regarde sur le plan industriel, et c'est pour ça qu'on peut parler d'un futur, c'est qu'aujourd'hui, notre carnet de commandes à plus de 4 milliards nous donne presque 2 années de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, quand Nexity et ses dirigeants s'organisent pour cette future plateforme de services, on parle du chiffre d'affaires et des résultats de 2020. Donc on est assez tranquille. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit au marché. On a dit au marché, notre résultat 2016 est en croissance de 21%. Notre résultat 2017 sera en croissance de 12%. Oui, et chiffre d'affaires en perçu, il y a 10% en 2017. Oui. La croissance, elle se fera où? Elle est déjà faite. Elle est faite dans les 18 000 ventes de réservation de logements, dans les 350 millions de carnets de commandes, dans l'amélioration des métiers de service. Donc, en fait, on pousse devant nous notre chiffre d'affaires, ce qui nous donne une distance qui nous permet de penser au futur et de se dire, au fond, comment peut-on se rapprocher plus du client, quel type de nouveaux services, les mêmes problématiques que vous avez, vous, dans vos médias et dans vos Je rebondis, on le voit bien maintenant, les jeunes, on a le covoiturage, on est dans une économie collaborative, et Emmanuel le disait aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément l'envie d'avoir son appartement, d'acheter un appartement, on est plus dans le locatif. Est-ce que vous le percevez? Est-ce que ça change les mentalités? C'est pas tout à fait vrai. En ce qui me concerne, je pense qu'à 10 ans ou à 15 ans, les populations, les jeunes qui vont arriver vont se poser cette question. Aujourd'hui, les populations plus âgées, parce que le client achète vers 40 ans, eux, ils ont un autre problème. Ils savent qu'au moment de la retraite, leur retraite, à cause de la retraite par répartition, va faire baisser leurs revenus. Si à ce moment-là, ils sont pas propriétaires, qu'ils sont pas finis de rembourser leurs prêts, ils ont un loyer qui, lui, ne baisse pas, des revenus qui baissent, ils ont un problème de niveau de vie et de façon de vivre. Ça peut vous plomber d'être propriétaire aujourd'hui. Oui. Mais les gens, je sais pas, prenons les salariés d'Alstom à Belfort, une des raisons pour lesquelles ils voulaient pas aller ailleurs, c'est que aucun n'aurait pu vendre sa maison. On est bien d'accord, mais à ce moment-là, il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent pour mettre en location, et ceux-là, il faut qu'on leur dise, la fiscalité pendant les 15 prochaines années, elle bouge pas. Chiche. Voilà, chiche. Bon, changement de gouvernance chez vous, là, évolution. Vous prenez les rênes je ne sais pas si j'avais perdu les rênes. C'est plutôt une évolution de la gouvernance. D'abord, on va dire que, compte tenu de la situation du dirigeant principal que je suis et de mon âge, il faut que je montre, et c'est clair, que je ne suis pas seul dans cette entreprise. Et 2, il faut que, si on veut avoir un paradigme client, une matrice client, les dirigeants, qui sont les patrons de métier, s'occupent aussi des clients. Et donc aujourd'hui, c'est une équipe de 5 personnes dont je fais partie et qui sont tous actionnaires de cette entreprise. Voilà, il y en a un qui est actionnaire un peu plus que l'autre, que les autres. Pas beaucoup Merci plus. beaucoup, Merci non pas beaucoup beaucoup. plus, bien sûr. Merci beaucoup Alain Dina d'avoir été avec nous, le patron de Nexity. Merci Manuel Le Chiffre. Tout de suite les décodeurs avec Fabrice Lundy.